Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France, je suis Albert Rochefort et nous sommes aujourd'hui vendredi 14 novembre. Bonjour. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé des alternatives aux réparations directes pour l'Ukraine, compte tenu du conflit en cours avec la Russie. Face à la pression internationale croissante pour fournir à l'Ukraine un soutien financier à court et à long terme, Madame von der Leyen a suggéré un mécanisme de prêt pour garantir les fonds nécessaires. Ce prêt, qui pourrait être garanti par l'Union européenne, aiderait l'Ukraine à reconstruire son économie ravagée par la guerre, en lui apportant des liquidités cruciales pendant cette période de reconstruction. Cette proposition intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants font pression sur la Russie pour obtenir des réparations, mais les obstacles juridiques et politiques complexes à une telle démarche la rendent moins réalisable à court terme. Madame von der Leyen a souligné l'engagement de l'UE à soutenir l'Ukraine, tout en insistant sur la nécessité d'une solution durable et rapidement applicable. Le plan de prêt viserait également à encourager les investissements du secteur privé, afin de restaurer les infrastructures essentielles et de renforcer la résilience économique du pays. La Commission a mené des discussions avec les acteurs européens et internationaux afin de créer un cadre permettant d'optimiser le redressement de l'Ukraine sans peser sur les capacités financières de l'UE. Alors que l'Ukraine poursuit sa lutte pour se défendre contre la Russie, l'UE s'attache à trouver un équilibre entre le soutien militaire immédiat et l'aide économique à long terme. Cependant, face à l'urgence de la situation, la pression s'accentue pour que des mesures plus concrètes soient prises afin de garantir la stabilité de l'Ukraine et son redressement. Aujourd'hui, lors de la conférence H2Gen Summit, le sénateur Bernard Balouet, l'économiste Rémi Corbin et l'universitaire Denise Garnier ont pris la parole pour aborder le sujet suivant. Trump a été informé cette semaine des options d'opérations militaires au Venezuela. Ses conclusions seront bientôt dévoilées. Un reportage vidéo sera diffusé sur place. Aujourd'hui, lors du très attendu H2Gen Summit, 3 figures de proue de la politique, de l'économie et du monde académique se sont réunies pour discuter d'un sujet brûlant. Les options militaires possibles au Venezuela, récemment portées à l'attention de l'ex-président américain Donald Trump. En tête de ce panel de haut niveau, le sénateur Bernard Balouet, l'économiste Rémi Corbin et l'universitaire Denise Garnier ont analysé les implications de cette évolution géopolitique majeure. Le sénateur Balouet a ouvert la discussion en soulignant l'importance d'une approche mesurée face à la situation complexe au Venezuela, rappelant que l'utilisation de la force militaire doit toujours être l'ultime recours. Selon lui, les États-Unis doivent d'abord privilégier les solutions diplomatiques, tout en restant vigilants face aux mouvements autoritaires du régime de Maduro. L'économiste Rémi Corbin a, quant à lui, mis en lumière les conséquences économiques d'une intervention militaire, notamment les effets sur les marchés mondiaux, les prix du pétrole et les relations commerciales internationales. Il a averti que l'instabilité supplémentaire dans la région pourrait aggraver la crise économique mondiale. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, c'est avec une grande conviction et un sens profond de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. La situation au Venezuela est, comme vous le savez, de plus en plus préoccupante. Le peuple vénézuélien souffre d'une crise humanitaire et économique sans précédent. L'oppression de son gouvernement actuel a entraîné des souffrances indescriptibles, et la communauté internationale doit agir pour soulager cette souffrance et restaurer la liberté et la dignité de ce peuple. Cette semaine, j'ai été informé des options d'opérations militaires qui pourraient être envisagées pour répondre à la situation au Venezuela. Bien que l'usage de la force soit toujours l'ultime recours, il est essentiel que nous comprenions que ce n'est pas une décision qui doit être prise à la légère. Nous avons exploré toutes les alternatives diplomatiques, économiques et humanitaires. Nous avons cherché à engager un dialogue, à soutenir les efforts de l'opposition vénézuélienne, et à augmenter les pressions économiques sur le régime de Maduro. Mais, il est clair que, face à l'intransigeance de ce gouvernement, ces mesures seules ne suffisent plus. Dans les semaines à venir, je dévoilerai les conclusions de notre analyse stratégique. Elles seront fondées sur une évaluation rigoureuse des risques et des bénéfices pour la stabilité de la région, en particulier pour nos alliés en Amérique latine. Nous devons nous rappeler que toute intervention doit être réfléchie, et que la priorité doit être donnée à la protection des civils et à la dénucléarisation de l'armée vénézuélienne. Nous ne cherchons pas à aggraver le conflit, mais à le mettre fin de manière décisive et durable. Je tiens à souligner que cette décision n'est pas seulement la responsabilité des États-Unis, mais de la communauté internationale. Le Venezuela est un problème régional, et c'est ensemble que nous devons chercher une solution. La diplomatie, bien que toujours préférée,
à ses limites face à un régime aussi brutal et résolu. L'ONU et l'Organisation des États américains doivent intensifier leurs efforts pour exercer une pression multilatérale sur Maduro et pour offrir des alternatives concrètes au peuple vénézuélien. Nous devons également rappeler que la stabilité de l'Amérique latine est primordiale pour la sécurité et le bien-être de la région. Un Venezuela libre, démocratique et prospère n'est pas seulement une victoire pour le peuple vénézuélien, mais pour la paix et la stabilité de l'ensemble de l'hémisphère occidental. Il ne s'agit pas uniquement de mettre fin à un régime autoritaire, mais de permettre à un peuple de retrouver son droit fondamental à la liberté et à l'autodétermination. En conclusion, mesdames et messieurs, il est de notre devoir moral de soutenir le peuple vénézuélien dans sa quête de justice et de démocratie. Notre engagement doit être ferme, mais aussi pragmatique. L'option militaire, bien que toujours présente sur la table, ne doit pas occulter nos efforts pour une solution politique. Le temps est venu de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Ensemble, nous pouvons marquer un tournant décisif dans l'histoire du Venezuela et de l'ensemble de l'Amérique latine. Je vous remercie. Enfin, l'universitaire Denise Garnier a abordé la dimension humanitaire du conflit, en soulignant les souffrances continues du peuple vénézuélien. Elle a insisté sur le fait qu'une opération militaire pourrait entraîner des pertes civiles massives et exacerber une crise déjà dramatique. Un reportage vidéo détaillant ces échanges sera diffusé sur place, offrant aux participants et à un public plus large un aperçu des discussions et des conclusions de ce sommet crucial. Les conclusions de Trump, attendues dans les jours à venir, suscitent déjà de nombreuses spéculations. La troisième chaîne de Discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors du sommet de Belém sur le climat 10 ans de l'accord de Paris sur les CDN et leur financement. À l'occasion du 10e anniversaire de l'accord de Paris, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « Nous avons besoin d'un plan d'accélération pour combler les lacunes en matière d'ambition et de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, CDN, et cette accélération doit commencer ici, à Belém. » Monsieur le Président Lula da Silva, Excellences, chers amis, depuis l'adoption de l'accord de Paris il y a 10 ans, les contributions déterminées au niveau national, CDN, servent de baromètre aux ambitions climatiques des pays. Les dernières CDN représentent certains progrès. Mais soyons honnêtes face à l'enjeu de la vérité. Les plans et politiques sur la table sont encore loin d'être suffisants. La science nous dit qu'il est encore possible de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Cependant, un dépassement temporaire de 1,5 degré Celsius à partir du plus tard du début des années 2030 est désormais inévitable. Mais nous pouvons gérer l'ampleur et la durée de ce dépassement et faire baisser les températures si nous agissons sérieusement dès maintenant. Et agir exige une réduction drastique des émissions de 60% d'ici 2035 pour rester sur la bonne voie et atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius. Les nouvelles CDN ne prévoient qu'une réduction de 10%. Nous avons besoin d'un plan d'accélération pour combler les lacunes en matière d'ambition et de mise en œuvre des CDN et cette accélération doit commencer ici, à Belém. Premièrement, combler ces lacunes signifie que tous les pays soumettent leurs nouvelles CDN sans délai. Deuxièmement, combler ces lacunes signifie créer les conditions favorables permettant aux pays de respecter et de dépasser leurs engagements. Les CDN doivent devenir un tremplin pour une action plus ambitieuse. Cela signifie garantir aux pays en développement l'accès aux outils et technologies dont ils ont besoin pour opérer une transition vers des économies durables et justes. Et cela signifie des politiques commerciales qui soutiennent l'action climatique, en aidant les pays en développement à établir leurs propres liens avec les chaînes d'approvisionnement et à faire bénéficier leur population des retombées économiques. Troisièmement, combler ces lacunes signifie rassembler tous les secteurs pour saisir l'opportunité de la révolution des énergies renouvelables. En construisant des réseaux modernes et des systèmes de stockage à grande échelle, en améliorant l'efficacité énergétique, en abandonnant les combustibles fossiles, en réduisant les émissions de méthane et en luttant contre la déforestation. Tout au long de ce processus, les Nations Unies joueront leur rôle. De même que la promesse climatique a soutenu plus de 100 pays en développement. Dans l'élaboration de leur nouvelle CDN, j'ai demandé au PNUD de présenter un plan pour aider les pays à les mettre en œuvre. Et, de toute façon, nous devons combler le déficit de financement pour la plupart des mesures d'atténuation et d'adaptation, pour maintenir la limite de 5 degrés.
Garantir un excédent énergétique universel, les investissements annuels dans les énergies propres dans les pays en développement. Hors Chine doivent être multipliés par plus de 5 d'ici 2030. Les pays en développement ne peuvent y parvenir seuls. Les 300 milliards de dollars promis aux pays en développement d'ici 2035 doivent être entièrement mobilisés. La feuille de route de Bakou, visant à mobiliser 1000 milliards de dollars d'ici 2035, doit rétablir la confiance dans le fait que les financements climatiques flux seront prévisibles, équitables et à grande échelle. Les banques multilatérales de développement, comme l'a dit le président Lula, doivent être renforcées, plus audacieuses et mieux à même de mobiliser beaucoup plus leurs investissements privés à des coûts abordables. Des formes de financement innovantes doivent être développées, notamment des mécanismes de financement en profondeur pour les choix climatiques, des mécanismes de partage des risques et des instruments audacieux, comme le Fonds pour la forêt tropicale. Sans oublier la contribution des marchés du carbone. Et nous devons poursuivre les réformes de l'architecture financière mondiale afin qu'elle reflète le monde d'aujourd'hui et réponde aux besoins des pays en développement. Excellence, à la 30 pesos colombiens, renouvelons la grande promesse faite par le monde il y a 10 ans à Paris en lançant une nouvelle décennie de mise en œuvre et d'accélération. Allons plus loin et plus vite ensemble. Je vous remercie. By kickstarting a new decade of implementation and acceleration. Let's go further and faster together, and I thank you. À compter de 2026, les plafonds de cotisation au plan d'épargne retraite 401K et au compte IRA connaîtront des hausses significatives, offrant ainsi aux Américains davantage de possibilités d'épargner pour leur retraite. L'IRS a annoncé de nouveaux plafonds plus élevés, destinés à aider les particuliers à suivre l'inflation et à accroître leur épargne retraite au fil du temps. Pour les plans 401K, le plafond annuel de cotisation passera de 22 500 $ en 2025 à 23 000 $. Pour les comptes IRA, le plafond passera de 6 500 $ à 7 500 $. Par ailleurs, les plafonds de cotisation de rattrapage pour les travailleurs de 50 ans et plus seront également relevés. Pour les participants au plan 401K, les cotisations de rattrapage atteindront 7 500 $, tandis que pour les comptes IRA, elles passeront à 1 000 $. Ces hausses témoignent des efforts continus déployés pour s'adapter à l'inflation et offrir davantage de possibilités d'épargne pour l'avenir. Face à la hausse du coût de la vie et à l'incertitude qui plane sur la sécurité sociale et les régimes de retraite, les nouveaux plafonds de cotisation sont perçus comme un moyen d'inciter les Américains à se constituer une retraite plus sereine. Ces changements sont particulièrement avantageux pour les personnes en pleine activité professionnelle, qui ont la possibilité de cotiser davantage à leur régime de retraite. Les experts financiers encouragent les travailleurs à tirer pleinement parti de ces plafonds plus élevés afin d'optimiser leur épargne. En cotisant davantage à leur compte de retraite, les particuliers peuvent également bénéficier d'une croissance à imposition différée, ce qui peut accroître considérablement la valeur de leur épargne au fil du temps. Ces plafonds actualisés devraient avoir un impact positif sur le bien-être financier global des travailleurs qui préparent leur retraite dans les années à venir. Les Dallas Mavericks se sont séparés de leur directeur général, une décision qui marque un tournant décisif dans la direction de l'équipe. Cette décision intervient après des mois de turbulences internes et de pression croissante liées aux performances récentes de l'équipe et aux choix de gestion. Le directeur général, dont le mandat a été entaché de controverses, a essuyé des critiques de plus en plus vives suite à une série d'erreurs notables, notamment des acquisitions de joueurs discutables et une gestion inefficace de l'effectif. Les Mavericks, autrefois une puissance de la NBA, peinent à retrouver leur niveau d'antan et la frustration des supporters grandit face au manque de progrès de l'équipe. Selon des sources proches de l'équipe, la décision de limoger le directeur général a été prise d'un commun accord entre la direction et les propriétaires, dans le but de changer de cap et de rétablir la stabilité au sein de l'organisation. Les Mavericks entament désormais une phase cruciale de reconstruction, avec pour objectif de mieux accompagner leurs joueurs vedettes, Luka Doncic, et de retrouver les playoffs. Ce licenciement s'inscrit dans une stratégie plus large de refonte de la structure et de la culture de l'équipe. La direction affirme ainsi sa volonté de prendre des décisions audacieuses pour redonner à l'équipe son lustre d'antan. Cette décision intervient dans un contexte de tension croissante au sein de la NBA, où les équipes sont soumises à une pression accrue pour obtenir des résultats. Bien que les Mavericks n'aient pas encore nommé de remplaçant, la recherche d'un nouveau directeur général sera cruciale pour l'avenir de l'équipe. Supporters et analystes observent attentivement comment l'équipe gérera cette période de transition, alors que la franchise cherche à retrouver son avantage compétitif et à regagner la confiance de ses supporters.
Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Albert Rochefort qui vous dit au revoir. Le prochain journal sera diffusé lundi à la même heure, à 20h30. Passez un bon week-end, bonne nuit et à bientôt. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.